Bonjour Thierry Lebert, Eh bien, bonjour Marc. comment vas-tu? Ça va très bien, malgré cette période un peu difficile. Écoute, voilà, on la traverse pour l'instant sans problème. Ok, bon, le principal c'est la santé. Voilà, tout à fait. Alors, tu habites dans quelle région? Alors moi, je suis dans le Loir-et-Cher. J'habite une petite ville d'un peu plus de 6 000 habitants, 6 500 habitants, qui s'appelle Mer et qui s'écrit comme la mer, M-E-R. D'accord, Voilà, ça se situe un peu au milieu du Loir-et-Cher, pas loin de la Loire, puisque le Loir-et-Cher est un département coupé par la moitié, en sa moitié par la Loire. Au sud, on a ce qui est connu de tout le monde, les grandes forêts de Sologne, hein, qui attirent tous les brameurs, les spécialistes du cerf et du brame. Et puis de l'autre côté, plutôt au nord, on a des territoires beaucoup plus décriés qui sont les terres de Beauce. Et c'est vrai que quand souvent on parle de la Beauce, les gens ont les cheveux qui se dressent tout droit sur la tête parce que, bah oui, la Beauce, hein, les grandes étendues de culture à perte de vue. Voilà, c'est un peu ça l'image qu'on en a. Bon, nous, on est dans un territoire un petit peu différent, une Beauce beaucoup plus variée. Et d'ailleurs, on a travaillé dessus, on en reparlera peut-être après dans l'interview. On a travaillé dessus avec mon confrère Laurent Bossé. Hein, on avait sorti un livre, Petite Beauce secrète, et une expo qui l'accompagnait en 2017. Donc voilà. on se souvient tous de cette expo, effectivement. Ouais. Ouais, ouais. On avait pu circuler, d'ailleurs, la petite Beauce, l'image de la petite Beauce a circulé un petit peu partout, puisque on était allé en Belgique à Namur, on avait fait le festival de Montier, plus des festivals différents à droite à gauche, dans les Pyrénées, à Cauterets, on est allé chez Fabrice Caez à Tignécourt, enfin bon, voilà, on avait un peu fait circuler l'image de cette petite Beauce. On se souvient, je pense, tous de l'avoir vu une fois ou deux même. Tout à fait. Ok. Bien, maintenant tu travailles, tu es semi-pro, hein, tu m'as dit, Oui, oui. Alors semi-professionnel, tout simplement. Pourquoi? C'est que à partir du moment où on fait un livre, ben on a besoin enfin communiquer ou toucher des subventions si on fait des préventes et pouvoir établir des factures. Et dans ces cas-là, on a dû s'enregistrer sous une forme professionnelle avec Laurent afin d'obtenir un numéro de SIRET et voilà. d'accord. Ok, tu utilises quoi comme matériel? Alors, je suis dernièrement passé, ça va faire un an peut-être maintenant, j'utilise du matériel Sony en hybride. Voilà, j'étais très longtemps nikoniste et puis j'ai souhaité mettre le doigt dans l'engrenage des boîtiers hybrides et j'ai trouvé que Nikon n'avait pas évolué de façon très très importante. Il y avait pas mal, j'ai essayé de faire pas mal de comparatifs sur les D'accord. boîtiers. Et voilà, il y avait quelques détails qui me chiffonnaient, notamment des autonomies de batterie, des réactivités d'autofocus, enfin bon, des choses. Et c'est vrai que Sony, à ce moment-là, s'est déjà fait rattraper, puisqu'on a des marques aujourd'hui qui commencent à bien travailler dans les hybrides. Mais à cette époque-là, il y a ne serait-ce qu'un an, ça va vite malgré tout, et il y a ne serait-ce qu'un an, Sony était assez performant dans ce domaine-là, quoi. Donc Ouais. voilà, j'ai choisi de passer chez Sony avec j'ai deux boîtiers, j'ai un Alpha 9 en 24-36 en full frame et puis dernièrement un A6006 donc en format DX. Et j'ai plusieurs objectifs, un 402.8 avec des convertisseurs 1.4 et multiplicateur deux fois. J'ai un 24-70 de 8, j'ai un 70-200 f4 et puis un 200-600. Sony fait un 200-600 qui est assez étonnant, quoi. De coût, de légèreté et de qualité. Voilà. Je suis D'accord. pas payé par Sony pour dire tout ça.
Mais écoute, voilà, je suis pas mécontent de cet achat. Voilà. De toute façon, toute chose nouvelle, hein, ça va tellement vite l'évolution. Et puis on essaie de se tenir un peu au courant et puis de se mettre à la page, quoi. Quel moyen de communication? Internet? Ah, alors attends, je t'ai pas trop bien entendu là. La communication. Oui, est-ce que tu as un site internet et une page Facebook? Non, alors j'ai pas de site internet. Pour en revenir à ça, je suis président d'une association de photographes dans le Loir-et-Cher qui s'appelle l'ACPC, Association de chasse photographique en région centre. Et cette association a un site internet. Donc, si on veut voir quelques-unes de mes photos, souvent je communique à travers ce site-là parce que chaque photographe de l'association a une page qui lui est réservée à l'intérieur de ce site, avec lequel voilà on communique sur les différentes expos, les festivals où on peut être présent et tout ça, quoi. Ou les livres que certains photographes sortent. Mais j'ai pas de site à moi perso, quoi. Page Facebook. J'ai voilà, ou un profil, je sais plus trop, où je communique de temps en temps, comme je te disais, quand je sors un bouquin ou que je vais faire une expo, voilà, je communique là-dessus. Après, c'est plus axé moi sur le partage des infos ou ce que font des confrères. Moi, la photo animalière pour moi c'est aussi et surtout le partage, la rencontre et sur Facebook, voilà, quand il y a des choses à partager, j'hésite pas, quoi. D'accord. Donc là, tu vas sortir un nouveau livre. Alors, Tu as sorti un nouveau livre, pardon. j'ai sorti un nouveau livre, et c'est vrai qu'on pourrait dire oui, il va sortir parce que pour l'instant, il est imprimé, mais comme bon nombre de mes confrères, les livres, eh ben, comme les expos, sont encore emballés dans les cartons, puisque, comme je te disais, la première expo qu'on devait faire, c'était à Namur, et voilà, manque de chance, tout ça s'est tombé à l'eau, quoi. Ok. Bon, on va montrer des photos. Ah ben voilà, donc moi j'ai souhaité te proposer les photos de l'expo. Voilà, au moins les gens vont pouvoir, ceux qui verront les vidéos pourront découvrir en partie des photos de l'expo sur la Guifette Moustaque, puisque le dernier livre que j'ai fait, ce petit livre, c'est un petit livre de 72 pages, les 76 avec la couverture 4 pages et qui traite de la Guifette Moustaque. Que pour une fois n'est pas coutume, j'ai quitté le territoire de Petite-Beauce, j'ai traversé la Loire et là je suis allé en Sologne. D'accord. Donc les photos, c'est pas... La Guifette est un oiseau migrateur qui vient se reproduire par chance chez nous sur les étangs de Sologne. Alors bien sûr en Brenne aussi. Et j'ai eu la chance de trouver cette belle colonie dans une petite propriété privée. Et le propriétaire m'a gentiment donné l'autorisation de pouvoir venir y installer un affût flottant sur cet étang et de suivre cette petite colonie. Enfin petite, quand je l'ai découverte, ça c'était en 2012, il y avait à peu près 34 nids sur les plateformes de nénuphars. J'ai commencé à faire les photos un petit peu tard parce que je crois que c'était déjà fin juin ou début juillet, je sais plus trop. Donc les oiseaux, les poussins, certains étaient déjà presque volants. Donc ça c'est une image en phase d'installation, quoi. C'est-à-dire que là on a les couples qui se forment, qui commencent à prendre leur marque. Les nids sont pratiquement pas encore construits ou en cours de construction. Et du coup, le livre et l'expo traitent un petit peu de ça. C'est-à-dire que la première image que tu as fait voir, c'est l'arrivée des vols assez groupés, les guifettes qui arrivent d'Afrique, principalement, qui arrivent chez nous, qui repèrent leur territoire et qui vont s'installer sur des étangs, à condition d'avoir des plateformes de nénuphars qui puissent les accueillir. Donc voilà, j'ai commencé en 2012 en me disant l'année suivante je reviendrai pour pouvoir
traiter un peu plus en profondeur le sujet. Ça, j'aime bien aller un peu au cœur des choses. Et puis, essayer d'avoir les GIFettes qui arrivent, avoir toute l'histoire d'une colonie sur un étang, donc qui arrive, la construction des nids, les parades, les offrandes, enfin tout le truc. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant plusieurs printemps, on a eu des fins d'hiver et des printemps très très pluvieux avec une régulation des niveaux d'eau impossible à faire en Sologne. Et les plateformes de nénuphars se sont régulièrement faites noyer, ne donnant aucune possibilité aux GIFettes de s'installer. Une année, on a pensé que ça serait possible, et puis manque de chance, certains couples avaient commencé à pondre, certains commençaient à couver, et puis en fait, il y a eu des trompes d'eau qui sont arrivées et qui ont noyé tout ce qui était sur les plateformes mettant sous l'eau tous les nénuphars. Donc voilà. Et il m'a fallu 5 ans. Il n'y a qu'en 2017 où là, un printemps nickel. Et puis j'ai une bonne partie de la colonie. Beaucoup moins de nids que la première saison, mais une belle colonie quand même d'installer. Et voilà. Et si on continue les photos, on va voir que j'ai pu enfin faire ce que je voulais. Donc ça, c'est des images très matinales d'oiseaux qui charrient un peu des matériaux pour la construction des nids. Là, j'étais rentré dans l'eau, j'avais dormi sur place et puis j'étais rentré dans l'eau, dans mon affût flottant à la longue frontale parce qu'il faisait nuit et j'avançais vraiment à tâtons. Et j'ai fait des photos qui sont peut-être un petit peu plus loin, d'ailleurs, des photos dans une lumière un peu bleue. Et tu peux dire quand tu as fait photos, assez monté en ISO. Donc là, c'était le soleil commençait déjà à se lever. Il y avait des endroits où il commençait à passer à travers les arbres et ce qui donnait des lumières un peu orangées comme ça, couleur or. C'est super beau. Alors c'était au niveau de la technique. Alors là, j'étais pas encore chez Sony. J'avais un boîtier, un Nikon D5 dont j'étais très très content parce qu'il est monté en ISO extraordinaire. L'autofocus marchait bien. Et dans des conditions comme ça de lumière assez compliquées, ouais, j'avais des belles séries d'oiseaux en vol malgré tout, quoi. En affût flottant, c'est pas toujours facile. Et là, voilà. Donc là, ouais, ça c'est la couverture, ce qui m'a servi pour faire la couverture du livre. Et ouais, pareil, une GIFette avec un brin un végétal là, et puis toutes les gouttelettes d'eau qui arrivent en transparence là ouais, avec le fond noir, juste la lumière qui passait à travers les arbres. Derrière, au fond, c'est que des arbres. Donc voilà, ça c'est la couverture et l'affiche de l'expo. Couverture du livre. Voilà, là on est dans les phases d'offrande, en lumière tout à fait classique. Un mâle qui amène une grosse sauterelle là à la femelle. Alors j'ai assisté à des scènes assez marrantes là-dessus, c'est que quelquefois certaines femelles boudaient un peu l'offrande du mâle, quoi. C'est-à-dire que elle la prenait un peu dans son bec et puis pof, elle la reposait. Et donc du coup, j'ai vu des mâles un peu agacés qui rattrapaient l'insecte ou autre qu'il avait amené puis qui se l'ingurgitait lui-même, quoi. En se disant, écoute, voilà. Ou des fois, il a trempé dans l'eau aussi. Il trempait dans l'eau et puis il lui redonnait. Et puis bon, ça arrivait à ce qu'elle accepte. Mais derrière, à peu près chaque offrande, c'était un accouplement, quoi. Donc voilà. On n'a rien sans rien.
Là encore, avec une libellule. Ouais. Mais c'est assez rapide hein, au niveau des actions là. Il faut être prêt. Ouais, faut être. Oui, oui, oui. Ouais, faut être. Là, tu es avec un casque donc, ou le, t'es avec le Sony? Non, 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 là, non, non, j'avais pas 2000. Non, non, je suis passé Sony, ça fait un an. Hein, c'était en novembre ou décembre 2019. Et non, non, là, j'étais en Nikon là, donc je te dis, ça doit être le D5 avec un 600 f4. D'accord. Ouais. Donc voilà, ça c'est les accouplements, quelquefois un peu acrobatiques. Ouais, c'est marrant, il y a un laps de temps, mais ça s'affiche après, ouais, le détail arrive. Nickel, Ouais. nickel. Donc ouais, j'ai fait des séries différentes. Et puis là, il y avait des lumières douces. Je crois que c'était un temps de pluie là, quand j'ai fait ces photos-là. Donc c'était un ciel gris. Ça se voit. Mais du coup, comme c'est des oiseaux très clairs, c'est beaucoup plus facile à gérer au niveau des couleurs, parce que les blancs, quand il fait un peu, dès qu'il y a un rayon de soleil, les blancs ont tendance à vite être cramés, quoi. Ouais. L'affût flottant que tu utilises, c'est un affût que tu as fait toi-même? Oui, c'est de la fabrication artisanale, ouais. Ouais, ouais, je fais ça euh, avec des panneaux de polystyrène, là, et puis que je recouvre avec du bois, et puis je fais une bâche dessus. Je suis pas du tout couturier, ma femme non plus est pas couturière, mais j'ai des amis qui savent très bien se servir de machine à coudre et du coup voilà, on a fait des trucs bien pratiques. Et par contre moi je pose pas mon boîtier, j'ai une plateforme devant. Mmh. Je pose pas mon téléobjectif sur la plateforme. J'ai trouvé un autre système qui fonctionne très bien, c'est-à-dire que je fabrique une sorte de potence, un U à l'envers, que je fixe sur la plateforme devant. Et au sommet de ce U, je fais un trou et je viens y fixer une rotule à l'envers. Mmh. Et du coup, au lieu de poser, ben, je suspends. Mmh. Et mon téléobjectif, je peux le régler, l'équilibrer, et il est suspendu. Et avec la rotule, bah, du coup, j'ai tout. C'est vraiment très très pratique ça. Ouais, parce que l'avantage, c'est que tu es encore, t'es beaucoup plus près de l'eau. Ah Ouais. ben j'ai descendu, j'ai calculé mes hauteurs de façon à être comme si j'étais posé sur la plateforme. Mais en plus, moi, mes affûts sont faits avec vraiment mon téléobjectif, il est au ras de l'eau parce que il y a quelques fois où j'ai des petits problèmes. Il suffit qu'il y ait un peu de vent, des petites vaguelettes, et ben j'ai de l'eau qui arrive à passer dans le pare-soleil. Ah, ouf. Ouais, ouais. Je suis vraiment très très près de la surface de l'eau, quoi. Donc là, on a une guifette, voilà, qui avait pondu. Alors ça, c'est les lumières dont je te parlais. Ça, c'est très très matinal. Ça, c'est une des premières photos que j'ai faites. Il faut y reprendre les heures, mais il était pas 6 heures du matin. Il devait être entre 5h30 et 6 heures du matin, quoi. Mmh. Alors, je sais plus avec le D5, mais c'était assez lumineux quand même, malgré tout, pour faire la mise au point. En fait, il faisait la mise au point sans problème, hein. Quelquefois, il fallait que j'aide le 600 manuellement, mais après, le collimateur accrochait quand même sur l'œil. Et donc, j'avais trouvé intéressant, je sais plus à quel nombre d'ISO j'étais, mais en fait, ça, c'est peut-être plus de 12 800 ISO à peu près, là. Ah, ouais. C'est des trucs de dingue. Moi, j'ai pas encore l'habitude de ça parce que c'est vrai que t'es sans doute toi aussi démarré avec la Velvia et l'Ektachrome. Oui, non, mais Que- c'est ce que j'allais te dire. Aujourd'hui,
qui sont hallucinants. C'est impressionnant. C'est vrai, quand on partait avec une pellicule de 50 ASA de chez Fuji, ben, on avait 50 ASA, enfin 50 ISO, quoi. Et, et puis voilà. Là, aujourd'hui, avec ces boîtiers, on peut modifier tout ça à tout moment et puis se permettre, oui, d'aller dans des trucs qu'on pensait pas faire un jour, quoi. Là, c'est à peu près pareil. Là, c'est des jeunes, c'est en suivant ça, hein. Celle-là, je la trouvais marrante parce que moi, ça, je l'ai vu que quand j'ai regardé mes photos sur l'ordinateur, parce que quand j'ai fait la photo, c'est une série au moteur, une Rafale, et du coup, j'avais pas vu qu'il y avait un insecte qui passait, hein. Alors, ouais, c'est marrant, l'autre qui est prostré complètement, et puis l'autre, pauvre, qui lève la tête au moment où l'insecte, il lui passe au-dessus, en, en lumière bleue très matinale. Et puis progressivement, ben, on a le soleil. Je m'étais positionné face au soleil, hein. Là, le soleil, il se lève par rapport à ces oiseaux-là, il est un peu devant sur la droite, quoi. Et puis progressivement, voilà, on voit là le soleil qui commence il devait être en train de pointer. Donc ça, c'est des phases de nourrissage. Des adultes qui amènent des petits poissons aux jeunes. Il y a des fois, quand on voit la taille des poissons, on se demande comment ils font pour les avaler, parce que bon, il y a des fois, quelquefois ils amènent vraiment trop gros, donc à ce moment-là, l'adulte le reprend et l'ingurgite. Mm. Ce qui est étonnant, c'est que ils pondent sur pratiquement de l'eau, quoi. Le nid, c'est très sommaire. Ah oui, 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 c'est très très sommaire, tu vois. Ils sont. Mais de toute façon, dès que les poussins sont nés, après, quelquefois, ils se promènent aussi. Un là, il est peut-être pas forcément à l'endroit du nid. Tu vois, sur les nénuphars, les poussins, ils se déplacent un peu de quelques feuilles. Alors là, il est fort possible qu'ils soient peut-être à côté du nid, mais effectivement, le nid est complètement, c'est des brindilles. Au bout d'un moment, il s'enfonce dans l'eau jusqu'à ce qu'il reste presque plus rien. C'est beau, ces ailes d'oiseau, hein. Là, on en a Ah une. mais ouais, c'est un oiseau, ouais, on n'y porte pas trop attention, hein. La guifette, elle est là, et puis bah, comme tous les oiseaux, c'est magique, quoi. Les lumières qui passent dans les ailes, là, c'est. En plus, il y a une symétrie Ouais. qui est assez étonnante, quoi. Puis alors les poussins de guifette, c'est marrant, quoi. C'est vraiment minuscule, hein. C'est petit. On continue dans l'avancée de l'expo et du livre, hein. Là, on est toujours le matin et là, on se rend compte avec les reflets qui sont sur l'eau que bah, le soleil commence à gagner un petit peu en altitude. Et puis, voilà, j'ai joué un peu sur les lumières que ça offrait, même si, effectivement, quelquefois, quand on a l'œil derrière le boîtier, on ne voit pas tout forcément et on découvre certaines images une fois qu'on les ouvre sur l'ordinateur, quoi. Là, pareil, on a les reflets, dans l'eau là, avec c'est pareil, hein, c'est toujours les phases de nourrissage. Mmh. Pas celle-là. Les deux petits, et puis ouais, on voit l'intensité, hein, de lumière. Alors, même si on avance dans le temps, quelquefois, suivant la densité des branches à travers lesquelles passe le soleil, ben, l'intensité de lumière changeait, quoi. Donc là, il y avait des périodes, des moments comme ça où on avait ces halos de lumière orange.
Puis les poussins, là. Poussins de Guifette. C'est sympa. Puis, Ouais. ouais, Mais j'ai là, vu. il guette, hein, parce que là, il faisait un peu la girouette, hein, parce qu'il y a les adultes qui tournent et là, ils ont qu'une envie, c'est voilà, qu'on leur amène leur petit déjeuner, quoi. Ah ben voilà. Voilà, donc ça, c'est une photo assez, enfin bon, assez connue par le fait que pour tous les photographes qui connaissent la Guifette et qui ont pu en photographier comme ça, en affût flottant ou autre, ça c'est vraiment des attitudes typiques, hein, des jeunes Guifettes, hein, qui attendent, qui quémandent, quoi. Mmh. Et on voit déjà une évolution dans le plumage, hein. Ça va, c'est très très rapide, hein. Ça va très très vite, hein. Ouais, c'est fou. Ça. C'est des. Les Ça, oiseaux, c'est c'est impressionnant. impressionnant. Dans les gorges du Tarn, dans le vautour. C'est quand même hallucinant de voir un vautour qui est né au mois de mars, qui est à l'envol au mois de juillet. Ouais, C'est quand ouais, même, ouais. c'est Ouais. quand même une bestiole qui est même balèze. Hein. Ah Ça bah oui. fait 2,80 m d'envergure. Et au départ, c'est un peu plus gros. Enfin, c'est sûr que c'est plus gros qu'une œuf de poule, mais c'est quand même pas bien gros. Mm. Et en si peu de temps, ça pousse, ça grandit de vitesse. Ouais. Et les oiseaux, mais c'est hallucinant que ça vite. Et ouais, ouais, c'est incroyable, quoi. En fait, ils ont pas le temps de prendre le temps, hein. Faut que ça aille vite, quoi. Parce que c'est qu'après, faut qu'ils soient prêts pour le grand voyage, hein. C'est que derrière, à partir d'à peu près la mi-août, ils vont se rassembler pour commencer à redescendre en Afrique, hein. Ouais, c'est fou. Oh, adorable. Ouais, ouais, c'est marrant ces attitudes. Il y a l'autre qui est complètement à gauche là, on n'y voit que le postérieur là, mais qui est sous les plumes, hein, les poussins, ils viennent bien se réfugier au chaud sous les plumes des adultes. Puis l'autre, il était marrant, celui de droite avec sa petite, sa coiffe en iroquois là. Ouais. Ils ont quoi, 2 jours là? Oh, non, peut-être un peu plus, hein, un petit peu plus, hein. Mais Pas beaucoup plus. je sais pas. Après, j'ai jamais vu de je guettais quand même, hein, sur les nids où il y avait les œufs et tout, mais j'ai jamais vu de poussins éclore, quoi. D'accord. Je suis toujours arrivé sur des moments où alors bon, pourtant j'y allais régulièrement, mais donc là on a toujours les jeunes, voilà. On voit un petit peu ce que devient le nid après avoir été piétiné pendant un petit moment, quoi. Puis là ils ont c'est des périodes avec ce plumage-là où ils donnent l'impression d'être presque plus gros que les adultes. Ils ont un plumage, ils ont encore un peu de duvet qui gonfle le plumage et c'est assez étonnant. Après, ils vont finir de perdre tout leur duvet et puis là, ils vont prendre très très rapidement le plumage proche des adultes, hein. On Ils retrouve sont un peu. ils sont presque volants là déjà. Mmh. Et on retrouve un petit peu la coupe iroquoise Oui, du. oui, oui, les petits bouts de duvet sur le crâne là. Mmh. Moi, j'aime bien faire. C'est un truc, voilà, quand on peut suivre une espèce comme ça et puis se faire ses observations et puis en faire des déductions en imaginant des trucs, c'est bien. On l'a fait il y a quelque temps de ça aussi sur le hibou des marais, mais le hibou des marais, pour trouver des couples qui se reproduisent par chez nous, c'est pas évident. Mmh. Et ça arrive. Ouais, c'est pas du tout évident. Ouais.
Voilà, donc là, on a des nourrissages. Alors, j'ai pas raconté toute l'histoire, mais celui-là, il avait un problème, le jeune, là. Et une fois, je suis allé, je savais que c'était la fin de cette colonie-là. Et je suis allé, malgré le temps, il faisait vraiment un temps de chien. Je dis, allez, tant pis, je vais refaire un tour à l'étang. Il pleuvait, je me colle dans l'affût et puis je commence à regarder la plateforme, mais c'était désert. Il n'y avait plus rien. Sauf que par un moment, j'ai vu bouger cette petite guifette-là. Et puis je l'ai observée, je l'ai même filmée. Et en fait, elle avait un problème à l'aile droite. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de naissance, une malformation, ou est-ce qu'elle a été malmenée. En fait, son aile droite ne fonctionnait pas. Et donc, je me suis dit, bah, de toute façon, toi, ma pauvre, c'est râpé, hein, parce que il y avait plus personne, hein, la plateforme était déserte. Et à un moment donné, sorti d'où, j'en sais rien, il y a cet adulte-là, quand même, qui est arrivé depuis un autre étang et qui l'a nourri, qui a continué à la nourrir. Alors jusqu'à quand, je sais pas. Hein. Après, moi je pense qu'au bout d'un moment, les adultes doivent continuer à se réunir et puis quand le signal est donné pour le départ, bah, voilà. Et puis cette petite guifette-là, je sais pas, il y a peut-être un brochet ou un rapace qui est venu s'en occuper. Ouais. Donc voilà, c'est les exercices de vol hein, des jeunes là qui commencent à se déplacer de façon de plus en plus importante sur les plateformes, quoi. Donc souvent ils font des bonds avec des battements d'ailes de plus en plus importants, ils soulèvent de plus en plus et puis après bah, ils arrivent à aller à droite, à gauche sur les plateformes, mais ils continuent à être nourris hein, par les adultes. Mmh. Donc voilà, cette image-là, c'est l'image de un peu de fin. J'ai voulu mettre une image comme ça qui signe un peu le départ vers d'autres territoires et notamment pour nos colonies solognotes, certainement le Sénégal, quoi. Mmh. Il y a énormément de nos oiseaux qui vont passer les hivers au chaud au Sénégal, hein, dont eux en font partie. Donc voilà cette histoire de guifette. Tout est prêt. Maintenant, ben voilà, on touche du bois pour que cette épidémie trouve une issue favorable et puis nous permette de retrouver une liberté et puis surtout de se retrouver tous et puis de découvrir tout le travail qu'a pu faire chacun des photographes. Moi, je pense que je plains énormément ceux qui doivent vivre de la photo animalière aujourd'hui, qui peuvent plus organiser ou leur stage ou leur voyage ou et là c'est très très compliqué quoi. Ouais. Voilà. Bon, bah, écoute, merci. Ben écoute, merci. Alors si je vais quand même lancer une petite annonce, c'est que tu parlais du festival, je pense que c'est un peu le festival virtuel que tu es en train de mettre en place et de réaliser. Nous, à Mer, ça fait très longtemps que j'ai ce projet-là. Il est en train de mûrir avec le nouveau maire élu. On a vraiment envie, et les dates sont bloquées, de réaliser un projet de festival qui va s'appeler Merveille Nature, qui va se dérouler du 27 pour l'installation, 28, 29 et 30 mai 2021. Voilà, donc on va accueillir quelques photographes. De quel mois?
du mois de mai 2021. Donc, on a réservé un emplacement pour l'entreprise Jama. On verra à ce moment-là. Écoute, il y a déjà quelques photographes qui nous ont répondu favorablement. Pour les premières éditions, on a choisi de contacter des gens connus, moins connus, essayer de présenter un éventail de ce qu'est la photographie animalière et de nature en France, dans un secteur comme le nôtre, ici à Mer, c'est pas quelque chose qui est très connu. Les gens le découvrent, nous on le voit par nos expositions qu'on réalise. Donc je me suis dit que ça allait être intéressant de toucher un public divers et varié. Voilà, maintenant c'est comme tout, on fera ou on fera pas, ou on se pliera aux exigences du moment. Si ces exigences-là sont facilement réalisables. Il y a une belle lurette qu'on a oublié. Est-ce que c'est que le Covid au mois de mai? Ah bah écoute, franchement j'espère. Et puis Ouais. on commencera à rentrer dans les beaux jours. Et puis voilà, tu me connais, on se connaît. Moi, dans l'esprit, c'est surtout la convivialité, qu'on passe un bon moment avec les copains, que tout se passe bien, qu'on fasse une belle présentation, que les gens qui viennent, aussi bien photographes que visiteurs, aient une belle image de ce qu'est la nature dans le monde, puisqu'on a des gens qui vont présenter des images ou d'Afrique ou d'Arctique ou de voilà différents horizons. Mais le but, il est là de faire découvrir à tout un public la richesse de notre faune et mettre en avant tout ce qui l'entoure, cette faune. Ouais. Qui quelquefois est pas simple, quoi. Mais Donc, c'est voilà. bien aussi de montrer la faune locale, proche des Oui. gens, parce qu'ils se rendent pas toujours très compte de la beauté d'un oiseau qui est à quelques kilomètres de chez eux. Voilà, Donc, complètement, c'est ça, ça va être ça, et puis tout. Et dans l'esprit du festival, on va pouvoir, grâce à une salle qui se trouve tout à côté de celle dans laquelle se dérouleront les expositions, on aura possibilité de donner la parole à des photographes ou à des conférenciers, des gens qui voudront faire passer des messages, qui voudront présenter ou des films ou des diaporamas. Et on va essayer d'organiser un programme comme ça où les gens pourront aller au contact des conférenciers, des photographes, découvrir plus en profondeur un sujet et le sujet qui leur tient à cœur. très bien. Donc Bon, ben, voilà. à bientôt. Je te souhaite une bonne continuation et puis Ouais, voilà, merci. toi. À bientôt. Merci Marc. À bientôt. Ciao. Ciao.